matin, les députés pour le changement ont déposé une plainte auprès du tribunal à Nous, une plainte contre le Premier ministre pour détournement de deniers publics. Le premier forum international portant sur l'initiative pour l'émergence de Madagascar a débuté aujourd'hui et durera 2 jours. Des échanges ont eu lieu entre des experts malgaches et internationaux. Énorme coup de théâtre, Donald Trump annule le sommet avec la Corée du Nord. Il a écrit une lettre au leader nord-coréen. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une ce matin, les députés pour le changement ont déposé une plainte auprès du tribunal d'Anous, une plainte contre le Premier ministre pour détournement de deniers publics. Les manifestants se sont ensuite dirigés vers la HCC pour y tenir un sit-in et demain, ils se donneront rendez-vous au siège de la RNM et de la TVM. Reportage. Ce matin, les grévistes soutenant la lutte dirigée par les députés pour le changement se sont donné rendez-vous au tribunal d'Anous. L'objectif, déposer une plainte contre le Premier ministre Olivier Mahafali Soulnanjasa. Nous avons déposé plainte contre le Premier ministre pour complicité de détournement de deniers publics dans l'affaire Claudine Razem-Hamounds, une affaire qui date de 2016. Madame Claudine Razem-Hamounds ne devrait donc pas être la seule à être poursuivie. Tous ses complices doivent également faire l'objet d'une enquête. Cette plainte va de ce fait être envoyée à la cellule mixte. Le procureur a déclaré que cette plainte serait remise aux responsables dès demain. Elle a également annoncé qu'une plainte a été déposée contre les députés pour le changement. Cette plainte que vous avez déposée, nous allons l'envoyer à la cellule mixte. C'est à elle de traiter ce dossier. Nous le leur ferons parvenir dès demain. Après ce passage au tribunal d'Anous, les manifestants se sont dirigés vers la HCC pour y tenir un sit-in afin de réclamer la décision des membres de cette institution sur la requête en déchéance. Demain, les manifestants se retrouveront comme d'habitude sur la place du 13 mai. Un sit-in à la HCC est prévu, mais mis à part cela, les députés pour le changement ont également prévu de se rendre au siège des médias audiovisuels nationaux. Et au cours de ces dernières années, le chef d'État n'a eu de cesse de transgresser les lois en vigueur, malgré ses efforts actuels pour tenter de corriger le tir d'après des juristes. Le fait que la HCC ne se soit toujours pas prononcée sur la requête en déchéance soulève également de nombreuses questions d'après ces juristes. Reportage de Miantarangenev. Les membres de la HCC devraient se prononcer sous peu par rapport à la requête en déchéance déposée par les 73 députés pour le changement, d'après des juristes. Ces derniers ont déclaré que si cette institution ne prononçait pas la déchéance du chef d'État, sa décision irait à l'encontre des lois en vigueur. Pourtant, le fait que la HCC ne se soit toujours pas prononcée sur ce sujet est inquiétant d'après un avocat. Normalement, la HCC aurait déjà dû prononcer sa décision. Alors pourquoi les membres de cette institution prennent-ils tant de temps pour se prononcer? Apparemment, les responsables se pressent pour mettre en place les membres de la HCDDED. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cet empressement? J'aimerais souligner que quelle que soit la décision de la HCC, la déchéance est la seule décision conforme à la loi. Le président de la République a clairement violé la Constitution en ne mettant pas sur pied, comme il l'aurait dû, la Haute Cour de justice, malgré les mesures prises actuellement dans cette optique. Ainsi, la Haute Cour constitutionnelle devrait s'en tenir au terme des lois en vigueur. 25 avril.
Le 25 avril dernier, au moment où les députés pour le changement ont déposé leur requête, les membres de la HCJ n'ont toujours pas prêté serment. C'est donc déjà une violation de la Constitution. Malgré les mesures prises à ce jour pour mettre en place cette institution, il a déjà été constaté que les membres de la Haute Cour de justice n'ont jusqu'ici pas prêté serment. Une prestation de serment, notre Cour de justice. Actuellement, tous attendent la décision de la Haute Cour constitutionnelle. D'autre part, le sit-in tenu par les manifestants pour le changement devant l'enceinte de cette institution va se poursuivre jusqu'à ce qu'une décision soit prononcée par ses membres de la HCC. Mais également dans l'actualité de ce jour, le premier forum international portant sur l'initiative pour l'émergence de Madagascar a débuté aujourd'hui et durera 2 jours. Des échanges ont eu lieu entre des experts malgaches et internationaux. Reportage de Michael Ramarla. Madagascar dispose de beaucoup de ressources naturelles, mais seule une poignée de personnes en profitent. Une des raisons qui bloque le développement de la grande île, d'après Andra Zouil, président de l'initiative pour l'émergence de Madagascar. Madagascar est classé auparavant 12e parmi les pays les plus pauvres de la planète, mais au cours de ces 4 dernières années, sa position a empiré. La dévaluation monétaire en est une preuve tangible, toujours d'après les explications. Je suis sensible à leurs appels. Je suis résolument déterminé à relever le défi et à répondre à leurs attentes. Et c'est pour cela que j'ai fondé l'initiative pour l'émergence de Madagascar. Pour franchir avec succès toutes les étapes de notre processus d'émergence, nous remplacerons le fatalisme par l'optimisme. Car toutes les solutions sont à portée de main. Et avec l'initiative pour l'émergence de Madagascar, il nous appartient de nous ouvrir au changement en étant souverains et maîtres de notre propre destin. Il est grand temps, je dis bien il est grand temps, que l'intérêt supérieur de la nation prime, car notre pays ne doit plus être l'otage des intérêts politiques de quelques-uns. Car il ne s'agit pas de moi, ni d'eux, mais il s'agit de Madagascar. Le redressement du pays est l'objectif de cette initiative pour l'émergence de Madagascar. De nombreux experts seront présents au cours de ce premier forum international de l'IEM. Des experts venus des États-Unis, du Canada, de la France, d'Angleterre, de Belgique, de la Chine, de Tunisie, de Cameroun, du Sénégal ou encore du Rwanda, sans oublier des experts malgaches. L'utilisation d'énergies renouvelables, le respect de l'état de droit, la sécurité alimentaire, la mise en place de méthodes qui serviront à augmenter la production agricole et les surfaces cultivables font partie des sujets abordés au cours de cette rencontre. 2 ans de prison avec sursis, le verdict prononcé contre Ralev, un militant écologiste et défenseur des droits de l'homme, a été maintenu par la Cour d'appel de Fianarantsoa. Face à cette situation, Amnesty International, le CRADOI et la CNIDH lancent un appel aux responsables. Reportage de Gaëtan Andrianselav. L'audience en appel du militant écologiste Ralev va arrêter en 2017 pour avoir contesté la légalité des activités d'une compagnie minière chinoise d'extraction d'or a eu lieu le 24 avril 2018 à Fianarantsoa en présence des membres de la société civile et de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme ou CNIDH. La décision du tribunal a été rendue le 22 mai 2018. La Cour d'appel de Fianarantsoa a jugé l'appel non fondé et a confirmé le jugement entrepris le 26 octobre 2017. Une condamnation à 2 ans de prison pour avoir été déclaré coupable d'usurpation du titre de chef de district. Face à cette situation, Amnesty International, le Centre de recherche et d'appui pour les alternatives du développement océan Indien et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme ont publié des communiqués condamnant la décision des autorités malgaches. À Madagascar, le prix à payer pour contester les grandes entreprises est élevé, a dénoncé Amnesty International. Ralev n'est pas un criminel. Cette condamnation avec sursis a pour but de le réduire au silence et d'envoyer un message effrayant aux autres militants qui œuvrent en faveur des droits humains et de l'environnement.
Les autorités malgaches doivent protéger les militants comme Raleigh qui se battent pour préserver les ressources naturelles du pays pour les générations futures plutôt que de dévoyer les tribunaux pour les bâillonner. La condamnation prononcée contre Raleigh doit être annulée et toutes les charges retenues contre lui doivent être abandonnées toujours d'après cette organisation. Une déclaration renforcée par le CRADOI. Ce dernier exhorte tous les responsables de la justice à démontrer son indépendance tant proclamée et à ne pas se rendre complice de la violation des droits de ce titulaire du prix du courage citoyen 2017 à une justice impartiale et équitable. Rappelons que Raleigh a été arrêté dans le village de Vuilav le 27 septembre 2017 pour avoir demandé à avoir le permis d'exploitation minière et environnementale de la société chinoise Maklesi Mejiana qui exploitait illégalement l'or. Il a ensuite été transféré à Mananzaj et mis en détention provisoire durant 5 jours. Il a ensuite été incarcéré le 3 octobre 2017 en attendant son jugement. Et avant de passer aux actualités internationales, la protection des réserves naturelles va être renforcée. Ainsi, le projet Rinja Marlamb pour une protection des réserves naturelles et un appui au développement rural a été lancé ce jour. Ce projet va renforcer le projet COFAM ou corridor forestier Fangina Marlamb, mis en place de 2009 à 2015. Un projet qui va non seulement contribuer à la conservation de la biodiversité et à l'amélioration des conditions de vie des communautés riveraines, mais également au développement du secteur touristique. Le programme Rinja Marlamb a été élaboré par Madagascar National Park et financé à 78% par l'Union européenne. Et place maintenant aux actualités internationales. Énorme coup de théâtre, Donald Trump annule le sommet avec la Corée du Nord. Il a écrit une lettre au leader nord-coréen. Pyongyang a détruit son site essai nucléaire. Reportage de France 24. De Singapour n'aura pas lieu. On a quelques détails sur cette lettre. Il a notamment évoqué la puissance de l'arsenal nucléaire américain dans son courrier à Kim Jong-un. Il a aussi dénoncé la colère et l'hostilité de la Corée du Nord. Alors pourtant, hier, Donald Trump avait semblé plutôt positif. Il avait dit à des journalistes que concernant Singapour, cela pourrait bel et bien se produire. Il avait dit que les journalistes en sauront plus la semaine prochaine. Finalement, nous avons reçu la nouvelle de cette lettre ce matin. Je vous rappelle que déjà il y a quelques jours, Donald Trump avait émis publiquement des doutes sur la tenue de ce sommet. Il avait dit qu'il pourrait ne pas avoir lieu le 12 juin, qu'il pourrait avoir lieu un peu plus tard, et il avait toutefois dit qu'il pensait que Kim Jong-un était sérieux dans sa volonté de dénucléariser son pays. Alors pour rappel, là il y a eu la tension est montée lorsqu'il y a une dizaine de jours, Kim Jong-un a menacé d'annuler la rencontre avec Trump. La Corée du Nord a notamment accusé les États-Unis de la forcer à un renoncement nucléaire unilatéral. On sait aussi que des propos de John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de Trump, qui avait évoqué le modèle libyen, je cite, pour parler de la dénucléarisation de la Corée du Nord, avaient peut-être aussi embêté le Pyongyang, irrité Pyongyang. Donc voilà, finalement, malgré la visite du président sud-coréen hier, qui jouait le messager entre la Corée du Nord et Washington, eh bien, nous savons maintenant que ce sommet n'aura pas lieu. Le président qui l'avait annoncé, il y avait beaucoup d'enthousiasme du côté de l'administration Trump pour cette rencontre. On a l'impression que Donald Trump voulait un peu faire de ce dossier nord-coréen l'un de ses héritages diplomatiques, de sa politique étrangère, de sa présidence. Il y a eu aussi cette visite secrète de Mike Pompeo au moment de Pâques en Corée du Nord, son nouveau secrétaire d'État qui à l'époque n'avait pas été encore confirmé par le Sénat. Et cette visite en Corée du Nord a été révélée quelques semaines après par les médias américains. Mike Pompeo qui est retourné dernièrement en Corée du Nord pour revoir Kim Jong-un et surtout libérer 3 otages américains d'origine nord-coréenne. Et donc vraiment il y avait beaucoup d'enthousiasme du côté de Washington. D'ailleurs hier Mike Pompeo a dit, le secrétaire d'État a répété qu'il pensait que cette rencontre serait un succès.
laissé. Il a dit que la décision était désormais entre les mains de Kim Jong-un, mais voyons peut-être que finalement il y avait de moins en moins de chances que ce sommet finalement se déroule. On voit que Donald Trump a pris la décision d'envoyer cette lettre, et puis malgré son grand enthousiasme, la porte-parole de la Maison-Blanche répétait encore il y a quelques jours que Donald Trump avait toujours dit que si les conditions n'étaient pas réunies pour ce sommet, ou s'il voyait que finalement les choses ne se passaient pas comme il le voulait, il pourrait se retirer de ce sommet. Voilà. Et concernant le nucléaire nord-coréen, Trump dénonce la colère et l'hostilité de Pyongyang. Reportage. Incroyable, sidérant, c'est une sorte d'humiliation pour la Corée du Nord, cette lettre, ce communiqué de Donald Trump qui parle directement à Kim Jong-un, alors que la Corée du Nord vient d'annoncer il y a quelques heures donc la destruction, le démantèlement de son principal site nucléaire, celui où il y a eu lieu donc 6 des essais nucléaires de la Corée du Nord, donc à Punggye, dans le nord de la Corée du Nord. Elle fait ce geste de bonne volonté d'une certaine manière. Il y a des journalistes qui sont présents, des journalistes étrangers qui assistent, qui sont venus de loin, qui assistent à cette destruction. Alors évidemment, c'est difficile d'évaluer l'ampleur de la destruction, mais bon, le geste, en tout cas symboliquement, était un signe de bonne volonté. Cela allait vers cette réunion prévue donc le 12 juin à Singapour, et puis se communiquer quelques heures après qui met fin à ce sommet. C'est absolument surprenant. Encore une fois, c'est une volte-face de Donald Trump. À quel jeu joue-t-il exactement? En tout cas, ça va surprendre énormément ici en Corée du Sud, en Corée du Nord, notamment à Séoul, où le président Moon Jae-in donc a œuvré depuis plusieurs mois maintenant, depuis les Jeux Olympiques, et puis après avec le sommet qu'il y avait eu le 27 avril dernier, pour si vous voulez, faire en sorte que la diplomatie fonctionne, que le dialogue soit repris. Et puis là, tout est tout d'un coup mis à zéro. C'est assez étonnant. Une très grande différence, si vous voulez, depuis 2 mois. Cela se passait plutôt bien, cela allait dans une direction du dialogue. Donc il y avait eu ce sommet du 27 avril avec la déclaration de Panmunjom. Les deux Corées s'étaient un petit peu retrouvées, et puis finalement les États-Unis allaient dans la direction aussi de ce rapprochement avec donc ce sommet qui était prévu pour le 12 juin. Et au milieu, il y avait en effet le rôle du président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, qui était vraiment mis en avant. Il jouait le rôle d'un intermédiaire. Les deux Corées avaient finalement repris en main un petit peu leur destin, et Washington avait l'air de suivre. Et puis c'est vrai qu'il y a donc quelques jours, le ton a considérablement monté. Ça a commencé avec le vice-président américain Mike Pence qui a déclaré que le modèle libyen était celui qu'on pourrait suivre sur ce dossier de la dénucléarisation nord-coréenne. Or, le modèle libyen, on voit bien où il a abouti. Aujourd'hui, le colonel Kadhafi n'est plus de ce monde. Donc, cela a été très mal pris par la Corée du Nord. Et puis, il y avait eu aussi des opérations militaires maintenues entre la Corée du Sud et les États-Unis. La Corée du Nord n'avait pas apprécié, si vous voulez, ce changement de politique, et donc l'avait fait entendre de manière assez virulente, en disant qu'il ne fallait pas jouer ce double jeu, d'un côté à parler de dialogue, préparer un sommet, puis de l'autre continuer à faire des humiliations finalement vis-à-vis de la Corée du Nord. Mais on ne pensait pas que Donald Trump allait aller aussi loin dans c'est absolument sidérant, parce que quoi qu'il en soit, quel que soit le ton virulent qu'il y avait eu, les échanges virulents, on avait retrouvé les joutes verbales de la fin 2017, donc entre Kim Jong-un et Donald Trump. Eh bien, on pensait qu'avec ce geste, cette destruction, cette explosion sur le site nucléaire, eh bien, cela allait ouvrir la voie de ce sommet qui allait finalement se faire. Beaucoup l'espéraient, beaucoup pensaient qu'on dépasserait cette animosité. Mais là, finalement, la déclaration de Donald Trump qui révoque de manière très unilatérale ce sommet avec une lettre personnelle à Kim Jong-un, c'est absolument frappant, et ça montre qu'en effet, tout est chamboulé. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Ce matin, les députés pour le changement ont déposé une plainte auprès du tribunal d'Anous, une plainte contre le Premier ministre pour un détournement de deniers publics. Et le premier forum international portant sur l'initiative pour l'émergence de Madagascar a débuté aujourd'hui et durera 2 jours. Des échanges ont eu lieu entre des experts malgaches et internationaux.
Et énorme coup de théâtre, Donald Trump annule le sommet avec la Corée du Nord. Il a écrit une lettre au leader nord-coréen et Pyongyang a détruit 106 essais nucléaires. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et excellente soirée à tous.